Un tableau signé. Une nouvelle de Jacques Laurent de l'Académie française. Le 24 décembre 1951, à défaut de neige, le brouillard s'était répandu venant de la Seine et vers 4 heures de l'après-midi, il s'avançait lentement au travers de la rue du Faubourg Saint-Honoré. Un observateur exercé eût remarqué l'hésitation de l'écran ouateux qu'un infime coup de vent décida enfin à s'engager dans la rue de Penthièvre. Quelques automobilistes avaient déjà allumé leurs phares. Les passants avaient cet air à la fois très pressé et flâneur qui caractérise les habitants d'une grande ville dans les heures qui précèdent une fête. Beaucoup portaient des paquets sous le bras. Les plus riches s'arrêtaient devant les devantures qui offrent dans ce secteur de la rue du Faubourg Saint-Honoré, qui avoisine la rue de Penthièvre, ce qu'une capitale comme Paris peut fournir en matière de luxe. Un jeune homme qui portait un pantalon de velours et l'un de ces manteaux courts et fourrés qu'on appelle canadiennes, manteaux qui en l'espèce étaient peu fourrés, et n'ayant visiblement pas été acheté à la taille de son actuel propriétaire, si court qu'il lui couvrait à peine les hanches, se dirigeait vers la devanture de Maxwell, cette galerie de tableaux si célèbre qu'on pouvait lui envoyer de New York une lettre ou un colis, avec pour toute adresse Maxwell, Paris. Cela suffisait. Le garçon était grand et encore perdait-il de sa taille tant il se penchait tout en marchant vers la jeune fille qui l'accompagnait à pas courts et pressés. Elle était vêtue d'une large jupe noire et d'un blouson réséda qui essayait d'imiter le daim. Tous les deux étaient tête nue, les cheveux également bruns, le visage également maigre, arrondi toutefois aux joues par leur égale jeunesse. À quelques pas de la galerie, la jeune fille s'arrêta, prit la main de son compagnon d'un geste preste, la lâcha aussi vite et fit demi-tour cependant que, sans tourner la tête, le jeune homme marchait jusqu'à la porte de Maxwell et Fils, dont il saisit la poignée. Honoré Urfy, de la fenêtre du premier étage, avait suivi cette scène apparemment sans grande signification, l'une des 1000 dont l'assemblage, produit par le hasard, forme la physionomie d'une rue parisienne. « Je vois bien que vous ne m'écoutez pas, » dit Eugène Maxwell en posant la main sur l'épaule du vieillard. « Il est vrai que les couleurs sont belles ce soir, mais plus près de la palette de Marquet que de la vôtre. » « Je ne songeais pas aux couleurs, » répliqua Urfy avec une nuance de mécontentement. « Pourquoi confond-on toujours les peintres avec les décorateurs ?» Arrivé au fait de la gloire, Honoré Urfy surprenait toujours ceux qui ne le connaissaient pas par la lourdeur de sa physionomie, l'absence d'expression de ses yeux peu mobiles et le grand âge dont ses traits étaient marqués. Le public était en effet habitué à la silhouette jeune d'Honoré Urfy, tel qu'il avait été peint par Derain et croqué par Vertès. En revanche, Eugène Maxwell, porteur d'un nom aussi célèbre dans le commerce des tableaux que l'était celui d'Urfy dans le paysage et le portrait, étonné par sa jeunesse. À peine avait-il une quarantaine d'années, et encore paraissait-il plus jeune que son âge. L'étonnement tenait à l'ignorance où les mondains d'aujourd'hui, peu soucieux de généalogie, se trouvaient quant aux origines de la célébrité des galeries Maxwell dont le fondateur, Joseph, avait fait fortune en 1815, chargé par les gouvernements alliés de rechercher en France les œuvres d'art prélevées par les armées républicaines et napoléoniennes à travers toute l'Europe. Le jeune héritier de cette vieille dynastie battit en retraite devant le mécontentement du maître. « Je vois bien que vous n'avez pas envie que nous parlions affaires aujourd'hui. » Ici Maxwell s'arrêta, furieux d'avoir encore commencé une phrase par «
Je vois bien que... Il avait depuis peu découvert ce tic verbal dont il souffrait vraiment, persuadé qu'il était le seuil, sinon de la vieillesse, du moins de la maturité, et redoutant plus que tout de ne plus avoir l'air d'un gamin. Sa volonté de rester jeune était telle qu'une marchande de journaux lui ayant dit 3 ans plus tôt « Tiens, voilà mon petit », il l'avait adopté comme fournisseur et faisait pour s'arrêter devant son inventaire un léger détour que la création d'un sens unique avait compliqué sans réussir à le décourager. « Vous avez raison, dit Urfie. Allons, à ce soir. » L'autre serra la main qu'on lui tendait et insista avec une inquiétude qui n'était pas due à un excès de courtoisie, mais bien réelle. « Vous n'oublierez pas, imaginez ce réveillon sans vous. J'ai juré à tout le monde que vous y seriez. La duchesse de Vaucouleurs s'est fait faire une robe. Elle voulait vous en faire la surprise, mais tant pis, je vends la mèche, dans les tons de votre procession d'Angoulême. » Urfie haussa les épaules, enfonça ses grosses mains dans les poches de sa veste de cheviote, claire malgré l'hiver, et fit un pas vers la porte. « Même si la robe vous déplaît, dites-lui quand même un mot gentil, suggéra Eugène Maxwell, avec une furtive amorce de sourire qui indiquait qu'il n'était pas complètement dupe des apparences bourrues du vieux maître, dont il savait mieux que personne qu'il avait sacrifié autant et plus qu'un autre aux stratégies mondaines de la réussite. « Je lui dirai, répliqua Urfie, qu'elle ressemble à un courbé. Elle aura la sottise de s'en vexer, et pourtant, courbé. » Au moment où Maxwell allait lui ouvrir la porte de son cabinet, on frappa, et une secrétaire pâle, aux cheveux roux, coiffés longs, les lunettes remontées sur le front, apparut. « Le garçon que vous attendiez, monsieur Maxwell. »« Qui ?» ?»« Le petit Sautrin. » Familièrement, Maxwell retint Urfie par les manches. « Restez donc, mon cher, vous vous amuserez. Pour un peintre, l'affaire est intéressante. Le petit Sautrin blanchira-t-il ou rougira-t-il » Le marchand de tableaux s'était exprimé avec une vulgarité un peu canaille, qui est facilement de mise dans la basse société des affaires et donne l'impression qu'on a de l'allant. « Qui est le petit Sautrin ?» demanda brièvement Urfie. « Vous ne connaissez que lui. C'est notre homme, le faussaire, dont nous parlions il n'y a pas un quart d'heure, celui que nous enverrons avant 8 jours sur la paille humide des cachots. » Il baissa la voix. L'imbécile avait laissé sa véritable adresse. Je n'ai eu qu'à le convoquer. Sans doute attend-il que je lui demande s'il n'a pas un autre Urfie dans son grenier. On va rire. « Eh bien, vous rirez sans moi, dit Urfie. À ce soir. »« Vous ne voulez pas qu'on vienne vous prendre ? » ?»« J'habite à 100 mètres et vous savez que j'aime faire quelques pas. Et ne me reparlez plus de vos duchesses, sans ça je ne viendrai pas. » Pesamment, Urfie descendit l'escalier en colimaçon qui reliait le cabinet de Maxwell à la galerie. Il entendit tinter une sonnerie 3 fois, et un habitué des lieux y comprit que ce signe invitait mademoiselle Léonida à faire monter le visiteur suivant. Aussi ne fut-il pas étonné dans la pénombre qui baignait le bas de l'escalier de voir apparaître une haute silhouette, la ligne du corps, le port du visage au moment où il croisa le visiteur, lui rappela le jeune homme dont de la fenêtre il avait suivi l'arrivée dans la rue du Faubourg Saint-Honoré. Ce fut seulement au bout de quelques secondes qu'il pensa tout haut. « Tiens, c'était mon faussaire. » Le couloir faisait un coude et s'élargissait progressivement jusqu'à prendre les proportions de la galerie, de sorte qu'on n'aurait pu dire exactement où il finissait ni où elle commençait. C'était dans ce no man's land que demeurait toujours attendu le dimanche en Camargue, vendu 15 jours plus tôt à Maxwell par le grand jeune homme qui l'avait fait passer pour un Urfie et l'avait sans doute peint lui-même car les premières fois qu'il était venu voir Maxwell,
C'était pour lui proposer en pure perte d'ailleurs ses propres toiles. « Il me connaît bien, » pensa Urfy en identifiant un rapport de brun et de bleu dont il avait eu l'obsession vers 1928. La toile l'amusait parce qu'elle était le raccourci instantané de l'histoire de son œuvre. Il retrouvait ses tics de couleur de 28, ses échanges de masse de 1913, l'élargissement de son espace consécutif à son voyage au Maroc de 1933, la trace d'agencement sertie de près qui évoquait aussi bien son époque cubiste que son stage en Champagne chez les fabricants de vitraux. Et pour tout arranger, le faussaire avait utilisé sa dernière manière, l'absence d'ombre, l'obtention de la lumière par les masses foncées et le goût qui lui était venu en vieillissant pour les chaises basses et les tentures rayées. Il avait reculé, jugé de l'ensemble, grommelé et repris lourdement le chemin de la porte, traversant la galerie comme si elle eût été un chant à travers le silence respectueux des employés. Une fois dehors, il respira un bon coup. Au bout de quelques pas, il s'arrêta pour reprendre souffle devant la vitrine de Béchard. Quelques bijoux brillaient sur du velours vert. Il songea qu'un petit maître du XVIIIe siècle eût rendu l'éclat de ce diamant, le duvet sombre du velours. Il était un des 3 grands maîtres du monde entier et ce travail était au-dessus de ses forces. Ça ne m'a pas intéressé. Pourtant, le métier, c'est ça. À force de contempler le brillant, ses yeux fatigués s'étaient mis à pleurer. Il reprit très doucement sa marche, surveillant son cœur qu'il entendait battre comme un moteur. La rue de Penthièvre, peu après l'angle qu'elle fait avec la rue du Faubourg Saint-Honoré, se rétrécit pour des raisons qui tiennent à l'alignement et abrite dans le coin que forme la rencontre de 2 immeubles d'époques différentes un petit bistrot tabac où Urfy aimait acheter ses cigarettes. Il entra et contempla au-dessus de la buraliste un tableau de l'époque 1900 qui représentait un volcan en éruption. Comme d'habitude, la jeune femme lui dit « Vous le regardez, mais si vous vouliez, vous feriez autrement mieux. » Et comme d'habitude, Urfy pensait que c'était là le drame de la séparation de la peinture moderne et du peuple. Jamais lui, Urfy, ne peindrait un tableau qui plairait à cette jeune femme. Comme il enfournait son paquet de gauloises dans sa poche, il reconnut un visage et lentement en découvrit l'origine. Ce visage appartenait à la jeune fille qui escortait le faussaire. C'était elle qui l'avait quitté avec cette furtive et intense pression de main. La fille était assise devant un café qu'on lui avait servi dans un verre et dont elle n'avait guère bu qu'une gorgée, sans doute pour la forme. Le mince visage qui devait être habituellement pâle avait rougi aux pommettes à cause de la chaleur du café, contrastant avec l'humidité pénétrante de la rue. La lèvre inférieure était tiraillée par une petite main musclée, une main de jeune garçon. Elle attendait, assise sur le faux cuir de la banquette, devant le marbre blanc et froid de la table, dans l'alvéole assez semblable à un compartiment de chemin de fer, que formaient autour de chaque table les 2 banquettes vis-à-vis. Comme un écran, un corps vint s'interposer entre Urfy et la jeune fille. C'était Sautrin. Il s'arrêta devant elle, le souffle court et silencieux. Il n'eut rien à dire. Ce fut elle qui s'écria. « Quoi ?» Ce « quoi » était l'expression d'une interrogation à l'état pur. Il signifiait « Je vois à ton visage que c'est grave. Je t'en prie, parle vite. Ce que tu me diras sera moins pénible que mon attente. » « Nous sommes cuits, » dit Sautrin. Sans avoir réfléchi, Urfy se retrouva assis devant la table de marbre blanc symétrique par rapport à la double banquette de celle devant laquelle Sautrin avait pris place. Il commanda un café à mi-voix. Ses oreilles étaient restées aussi précises que ses yeux.
Sans voir le couple, il suivait minutieusement son dialogue. Dehors, la nuit était tombée et le brouillard estompait et élargissait à la fois les phares des voitures. « Il ne t'a pas passé de commande ?» demanda la voix de la jeune fille. C'était une voix douce mais assez précise pour être celle d'un jeune garçon. « Il s'agit bien de ça. Avant 8 jours, je serai en tôle. »« Jean !» Jean Sautrenne ne pouvait plus garder son histoire pour lui. Avec un faux cynisme désespéré, précipitamment, à coups de phrases brèves, il vidait son sac. L'argent qu'il avait triomphalement rapporté 15 jours plus tôt n'était pas, comme il l'avait dit à Nicole, dû à ces toiles signées Sautrin. « Tu te rappelles leur fille ?»« Oh oui, rudement bon. Même ton ancien professeur avait cru que c'était un vrai. » « Eh ben, Maxwell aussi a cru que c'était un vrai. » Il y eut un silence. Le long du zinc, les habitués se disputaient sur une idée générale, celle de la fête. Il y avait ceux qui étaient pour le réveillon et ceux qui étaient contre. « Tu as fait ça ?» dit Nicole très bas. « C'est ça, engueulement, fais-moi de la morale. » Elle dut lui prendre la main car il se tut. Quand il parla de nouveau, il avait la voix d'un homme dont on caresse le bout des doigts et qui raconte pourquoi il a mal. « Tu comprends, quand je suis partie chez Maxwell ce jour-là, je n'avais pas l'intention de faire ça. Je lui ai montré mes toiles. Enfin, pas à lui, parce qu'il ne me recevait pas. À la fille qui est en bas, mademoiselle Léonida. Elle faisait non, d'un air fatigué. C'était le jour où il nous fallait les 200 000 francs. Tu te rappelles, si on voulait cet appartement, si on voulait être ensemble, si on voulait se marier, il les fallait dans les 48 heures, ces 200 000 francs. Et alors, c'est elle qui a vu la toile. Je l'avais prise pour la montrer à Bory, qui avait fait un article où il prétendait que les jeunes peintres ne savaient plus imiter. Et elle l'a vue. Elle l'a dépliée, elle m'a dit « Mais c'est un Murphy ?» Et tu as dit oui. Ben, j'ai dit oui, mais comprends-moi, je riais. Au premier abord, je n'ai pas pensé qu'elle était vraiment tombée dans le panneau. J'ai cru qu'elle me félicitait du pastiche. J'ai pas eu le temps de m'expliquer. Je me suis retrouvée dans le bureau inatteignable de Maxwell. Il l'a regardé, il a simplement dit « Il n'est pas signé. » Mademoiselle Léonida a répondu « 1932, pardi. » Murphy rejeta lentement la fumée de sa cigarette. Que Maxwell se soit trompé, c'était normal. Il n'était qu'un descendant de grands experts. L'erreur de mademoiselle Léonida tenait à son esprit péremptoire et systématique, parce qu'il y avait 5 toiles d'Murphy datées de 1932, non signées. Elle avait généralisé au lieu de considérer l'inspiration de la toile. « Sacré bourrique !» pensa-t-il. Ils étaient là tous les deux, poursuivit Jean, avec une seule idée, me rouler. Ils m'ont raconté que Murphy n'accepterait probablement pas de la signer, que cette toile faisait sans doute partie d'un lot qu'il ne tenait pas à livrer au public, qui y aurait les pires difficultés. Alors j'ai dit 200 billets. Ils ont sauté de joie. Moi aussi. Je nous voyais chez nous. Murphy se pencha et dans la petite glace qui se vantait d'avoir été donnée par Saint-Zano, il réussit à apercevoir l'image du couple déjà renvoyée par la glace du fond. Ils se tenaient la main. Une cigarette se consumait toute seule devant eux dans la soucoupe, devenue un tuyau de cendres. La fille regardait droit devant elle. Elle dit « Mais qu'est-ce qui prouve que tu le leur as vendu comme un Murphy ? Ils m'ont fait signer une facture. » Tu peux prétendre que tu étais de bonne foi. On m'a vu le peindre à l'atelier, je l'ai trop montré, je ne pouvais pas nier que c'est de moi. Et qu'est-ce qu'ils veulent faire? Maxwell s'est payé du plaisir avec moi. Il a commencé par me féliciter de lui avoir vendu un aussi bel Murphy, m'a assuré que décidément la somme qu'il avait payée était insuffisante, qu'il avait des remords, et puis crac. Alors là, il a été très sec. Il m'a dit que si je ne le remboursais pas dans la journée, avec en plus une lettre où je reconnaîtrais mon faux, et qu'il se réservait d'utiliser contre moi le jour où ça lui chanterait,
eh bien, les choses iraient vite. La plainte serait déposée aussitôt par Urfie et Maxwell, car le plus beau, c'est qu'il a fallu Urfie pour qu'ils s'aperçoivent que la toile était fausse. Bref, je serai en cabane avant 8 jours. Urfie sortit 2 pièces de 20 francs de sa poche, les posa sur le marbre et se souleva. Il n'était pas fort en histoire et n'essaya pas de trouver le nom de l'homme célèbre qui, à un interlocuteur qui s'excusait d'un méfait en arguant qu'il fallait bien vivre, avait répondu « Je n'en vois pas la nécessité ». Mais dans le cas présent, il faisait sienne cette réponse. Debout, il aperçut les 2 jeunes visages dans la glace. « Mais ce soir, disait Nicole, tout ce qu'on avait préparé, est-ce qu'on aura le courage de réveillonner quand même ?» Les jeux des glaces inclinaient au-dessus de leurs cheveux bruns, une branche de houx toute vernissée. Dehors, le brouillard avait décru. Malgré les lumières des vitrines, il faisait une nuit profonde. Le froid coupa la respiration du vieux peintre. De nouveau, il écouta battre son cœur, tout en avançant à lente enjambée difficile parmi les passants qui portaient des paquets, des cadeaux, quand cette nuit de Noël ils allaient, avant de les offrir, cachés comme l'arme du crime. La fumée des cigarettes montait sous le scintillement des lustres, qui, malgré l'étendue du salon de Maxwell, donnait une désagréable impression de démesure. Il venait du château de Louis de Bavière et ne constituait pas les seuls ornements qui eussent été destinés à un monarque. La mise au tombeau du Titien, qui dominait assez pesamment une commode boule, avait été peinte pour Charles Quint. Une maîtresse du Giorgione, aux cheveux vipérins découpés sur un ciel d'orage, faisait pendant la mise au tombeau, après avoir orné les appartements de Marie-Louise, devenue duchesse de Parme, qui finit par en faire cadeau à Neipperg. « Sensible comme vous l'êtes, disait la duchesse à Urfie, vous devez avoir en horreur le cinéma en couleur. » Madame Gélard, de la banque Gélard, intervint avec véhémence. « Il n'est pas sensible du tout. N'est-ce pas, Urfie, que vous êtes une brute ? Les grands artistes sont des brutes, ce sont les amateurs qui sont sensibles. Je sais qu'il va au cinéma, qu'il adore les films du Far West. » « Mon fils, dit l'académicien, a beau être élève à l'école normale, il adore aussi les films de Far West et le jazz. »« Le jazz, gémit la duchesse. Oh, c'est bien démodé aujourd'hui. On en est déjà à Vivaldi. Que pensez-vous du Goncourt ? Demanda Maxwell à l'académicien. Ma femme l'a lu. Non, c'est le Renaudot que j'ai lu, cria la femme de l'académicien. C'est brossé à grands traits, mais c'est pénétrant. C'est un peu classique, trouva la duchesse. On revient au classicisme, n'est-ce pas ? Demanda madame Gélard à Urfie. Qu'est-ce que vous avez ? Vous êtes préoccupée ? J'écoute battre mon cœur. C'est une distraction de cardiaque, dit Urfie. Je me demandais si mon cœur était classique ou pas. Vous ne devriez pas t'enfumer, dit l'académicien. Mon mari, expliqua sa femme, se sert d'un fume-cigarette à bout filtrant. Oui, fit la duchesse, mais c'est rasoir, il faut tout le temps changer le filtre. Les invités étaient équitablement répartis sur les fauteuils et les canapés du salon. Un valet de chambre faisait la navette entre les groupes avec son plateau de liqueurs. Les épaules nues n'étaient pas très jeunes, mais les plis, les torsades, les décolletés des robes du soir étaient infaillibles. Les habits poussaient les hommes à se cambrer. Par les battants qu'on avait laissés grands ouverts, la salle à manger où s'était déroulé le réveillon offrait le spectacle du drapé de dentelle que la soirée avait juste un peu fané, comme les fleurs, du flamboiement des vins oubliés dans les verres de cristal,
du ruissellement de fruits d'été qui coulait d'une corde d'abondance du 15e. Il me semble qu'en hiver, si j'étais peintre, dit madame Wolf, la femme du ministre, je ne pourrais pas. Avec la meilleure volonté du monde, je ne pourrais pas. Moi aussi, dit paisiblement Harphy, il y a eu un temps où je ne pouvais pas peindre en hiver. Ah, comme je vous comprends, s'écria la dame ravie. J'étais sûre d'avoir touché juste. Il vous faut cette intensité de l'été, du midi, du soleil, en un mot. Cette bestialité de la lumière. C'est cela la peinture, un duel, en quelque sorte tauromachique, du soleil et du pinceau. C'est pour une autre raison, madame, que je ne pouvais pas peindre en hiver. Tout le monde demanda laquelle. Parce que j'avais trop froid aux doigts dans ma chambre. Oh, que c'est ravissant, s'écria la duchesse. On détendit la conversation pour manifester ses préférences aux domestiques. Le foie de l'académicien était pour les alcools blancs. Madame Gélard assurait qu'un soir de Noël, tous les alcools étaient digestibles. Puis, quand on pense, dit madame Wolf, qu'en ce moment, au moment où nous parlons, il y a peut-être un futur très grand peintre qui, comme monsieur fit jadis, a trop froid aux doigts dans sa chambre pour tenir un pinceau. Si nous savions son nom, s'écria madame Gillard, nous courions lui acheter des toiles. Et il ferait un feu d'enfer chez lui, minauda l'académicien, qui entreprit ensuite de rire seul de ce qu'il prenait pour de l'esprit. De toutes les façons, nous n'arriverions pas à temps, s'écria la duchesse. Maxwell nous aurait grillés. Au fait, demanda madame Wolf, est-ce que cela vous est arrivé, Maxwell, d'entrer dans une mansarde, d'avoir un haut-le-corps devant l'étoile du pauvre petit bonhomme inconnu et de lui dire « Dans un an, vous serez célèbre ?» D'abord, dit Harphy, il ne lui dirait jamais ça, il lui ferait signer un contrat. Et puis, poursuivit Maxwell, les directeurs de galeries ne vont pas dans les mansardes. Les peintres savent bien venir nous ennuyer à domicile, allez. Mais vous ne les recevez pas vous-même? Vous avez des gens pour accueillir et évincer ces jeunes? Il y a mademoiselle Léonida, elle est infaillible, dit Harphy en se levant. Il se pencha vers Maxwell. Pardonnez-moi, mon vieux, je ne veux pas donner du tout le signal du départ, mais j'ai mon âge. Et comme la duchesse protestait, il se tourna vers elle. Un âge où l'on n'a plus froid aux doigts. Dans l'antichambre, Jérôme, le maître d'hôtel, lui passa son manteau. Le chauffeur est en bas si monsieur désire être raccompagné. Non, dit brusquement Harphy, mais je désire quelque chose. Le maître d'hôtel s'inclina, marquant par son regard qu'il suffisait à Harphy de parler pour être exaucé. Monsieur Maxwell s'amuse toujours à peindre ces petites choses? Parfaitement. C'est pour monsieur un divertissement qui... Ce qu'il appelle son atelier, c'est la porte là, si ma mémoire est bonne. Du doigt, il montrait au fond de l'antichambre une petite porte ogivale. Je voudrais y aller. Le domestique, déconcerté, le précéda jusqu'à la porte qu'il ouvrit. Négligeant la toile luisante qui était campée sur le chevalet, Harphy se dirigea vers les pinceaux, les tâta avec dégoût, en choisit un sans enthousiasme, promena ses gros doigts dans le désordre des tubes de peinture, finit par cueillir un rouge de Cartam dont il éprouva la fraîcheur en écrasant un peu le tube dans sa paume. Dites donc, Jérôme, je ne voudrais pas descendre par le grand escalier, je voudrais sortir par la galerie. Ah, eh bien, je vais conduire, monsieur. Un quart d'heure plus tard, Jérôme avait réussi à prendre à part monsieur Maxwell et parler bas. Maxwell haussa les sourcils.
Par la galerie? Quelle drôle d'idée! Je me suis permis de le penser, en effet, monsieur. J'ai été encore plus étonnée quand M. Urfy s'est arrêté devant le quoi? Le faux, acheva Jérôme d'un air pudique. Le dimanche en Camargue de cette crapule de petit Sautrin? Oui, monsieur. Et alors? Alors, il l'a longtemps regardé, monsieur, très longtemps, et il m'a dit: il aime bien ce qu'il peint, ce garçon. Il a encore froid aux doigts, mais il aime bien ce qu'il peint. Oui, eh bien, ce garçon, comme il dit, aura encore plus froid aux doigts dans 8 jours. Je ne crois pas, monsieur. Pourquoi? Vous avez des renseignements sur le chauffage de la santé? Le jeune homme n'ira pas en prison, monsieur. Par exemple, je voudrais bien voir ça. Si monsieur veut descendre, il verra. Et Maxwell, dans la solitude mal éclairée de la galerie, vit, d'un rouge tout frais qui brillait encore, la signature pesante d'Urfy tranchée sur le gris vert en bas à gauche du faux. Monsieur Urfy, précisa Jérôme, a même écrasé du pouce la queue de lit et laissa son empreinte digitale. Après ça, il a mis le tube et le pinceau dans sa poche. Il a remonté le col de son par-dessus et il s'est penché pour passer sous le rideau de fer avant que j'aie eu le temps de le remonter complètement. Maxwell n'arrivait pas à contenir un sourire qui le rajeunissait parce qu'il était mêlé d'un étonnement infini. Un faux qui devient vrai, ça, comme miracle de Noël, ça se pose là. Mais pourquoi m'a-t-il fait un pareil cadeau? Jérôme s'était éloigné de son pas feutré. Il s'arrêta. Je ne crois pas que ce soit à monsieur qu'il ait voulu faire un cadeau.